Je reçois aujourd'hui Nathalie Yamb, militante pour l'émancipation de l'Afrique. Madame Yamb, bonjour. Bonjour. Alors une première question pour commencer. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui à Saint-Pétersbourg? C'est important parce que la coopération avec la Russie, pour moi, est une coopération d'avenir. Elle ne s'inscrit pas dans la tradition néocoloniale des coopérations existantes. Et j'avais bien envie de voir si la situation géopolitique actuelle allait avoir un impact sur l'attractivité que ce genre de sommet peut avoir, puisque j'ai participé au premier. C'est aussi pour entretenir les contacts avec les différentes parties prenantes. Et je suis très satisfaite d'avoir fait le déplacement. Alors justement, votre premier ressenti sur l'atmosphère dans ce sommet? Mais écoutez, moi je l'ai bien aimé. J'ai l'impression, alors je n'ai pas encore toutes les datas, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi plus de petites et moyennes entreprises du côté africain qui sont venues par rapport à la première édition. J'ai été ravie de voir qu'il y avait pas mal de chefs d'État qui étaient venus aussi pour négocier des contrats. Et je crois que c'est pas seulement dans l'armement comme les médias mainstream aiment le propager. On a vu des contrats être signés dans les domaines énergétiques, dans les domaines sanitaires. J'ai pas encore la liste des contrats terminés, mais je trouve que c'est encourageant de voir que les Africains envisagent une nouvelle coopération avec la Russie, et j'ose espérer que dans les négociations, ils ont compris qu'ils doivent entrer dans des négociations d'égal à égal. Vous savez, dans le business, si vous vendez moins cher, comme on dit en Afrique, on vous achète moins cher. Si vous vous vendez plus cher, vous obtenez plus. J'ose espérer qu'il y a de bonnes choses qui vont sortir de ces rencontres. Moi, je suis très satisfaite d'être ici. Et puis, c'est l'occasion de faire des rencontres, de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis pas mal de temps. Et c'est toujours très important. Alors, cette fois de façon un peu plus générale, comment vous caractérisez les relations actuelles entre la Russie et les pays d'Afrique? Je ne pense pas qu'on puisse tous les mettre. Voilà, je pense qu'il y a des relations particulières avec chaque pays. Je sais qu'en amont de ce sommet, il y a eu pas mal de pression pour convaincre les gens de ne pas venir, etc. Et malgré cela, on a quand même vu beaucoup d'intérêt, que ce soit au premier niveau, au deuxième niveau. Je pense que les relations sont propres à chaque pays, à chaque contexte, mais de façon globale, on voit qu'il y a toujours autant d'intérêt entre les leaders africains de discuter avec le leadership russe, et entre les opérateurs économiques qui sont aussi très 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 présents. Moi, j'ai discuté avec pas mal d'opérateurs économiques africains que je rencontrais quand je pose des questions. Ils voient une foison d'opportunités. Et il y a aussi des gens qui viennent d'Asie, par exemple, et qui se disent on veut faire des business avec les Africains, il y aura plein d'Africains là-bas, on assiste au sommet pour... Donc c'est quelque chose qui est vivifiant, et je pense que selon leurs intérêts, chaque État négocie. Mais globalement, surtout dans cette période de conflit, je pense que l'Afrique montre une sympathie envers un allié historique ou quelqu'un qui n'a jamais fait de prédation dans le continent et ne se laisse pas trop impressionner, j'ose espérer. Et peut-être aussi le fait de ce contexte géopolitique tendu, les gens qui se sont déplacés sur ce sommet sont peut-être plus impliqués, plus motivés à aller de l'avant. Je pense réellement que ceux qui sont ici sont des gens qui ont pris la décision de faire des choix souverains de rapport avec le partenaire russe, et qui envisagent une coopération. J'imagine que ça n'a pas été simple pour certains chefs d'État, parce que vraiment les pressions en amont étaient très, très violentes, on dirait. Mais vous savez, certaines fois, quand vous faites trop pression sur les uns, ça a l'effet contraire, et les gens se disent, bon, mais puisque c'est comme ça, j'y vais. J'ai constaté que le président du Cameroun, Paul Biya, est venu pour la première fois en Russie, là, pendant le sommet, alors que ça fait 41 ans qu'il est au pouvoir. Bon, je me dis que c'est un signe. C'est un signe. De façon générale, on peut quand même
constater que l'Afrique jouit d'une image plutôt positive sur le continent africain. Alors c'est en partie dû à son histoire. Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux interlocuteurs qui ne comprennent pas, qui nous accusent d'hypocrisie, c'est que nous, notre jeunesse, nos anciens, on regarde l'histoire. Et dans l'histoire, la Russie a été l'allié de ceux qui ont lutté pour la conquête des indépendances. Aussi factice est-elle été, mais ils ont participé à cette lutte, ils nous ont aidés. Donc ils étaient du bon côté de notre point de vue. La Russie était aussi à la conférence de Berlin en 1884-1885, mais ils en ont pas profité pour s'accaparer une partie de l'Afrique comme les autres participants occidentaux. Donc, on regarde l'histoire, on regarde qui sont nos amis, qui sont ceux qui ont été à nos côtés, qui sont ceux qui nous ont aidés, même qui sont ceux qui ne nous ont pas fait mal, et on n'a pas de raison, comme on dit chez nous, d'acheter les palabres de quelqu'un d'autre. Si vous avez des problèmes, c'est votre histoire. Nous avons la nôtre. Et dans cette histoire-là, la Russie n'a pas de passé de spoliation ou de violence, comme vous. Donc, naturellement, il y a une sympathie naturelle. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2023, oui, qu'est-ce que la Russie peut apporter à l'Afrique qu'elle n'a pas? Je pense que la Russie peut apporter beaucoup de choses dans des domaines qui sont cruciaux. J'ose espérer que nos dirigeants savent négocier les bons termes pour que ce soit productif pour tout le monde. Mais dans le domaine énergétique, la Russie a un savoir-faire que l'on pourrait partager, dont on pourrait se saisir. Dans le domaine agricole, il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre, où l'on peut négocier. Il y a dans le domaine de l'architecture financière, alors moi je suis une fervente combattante pour la sortie du franc CFA, et je pense que la Russie, avec les sanctions qui remontent d'ailleurs à 2014, la fin du système SWIFT ici, a un know-how que nos dirigeants qui souhaitent peut-être sortir du franc CFA peuvent être appelés à partager avec eux. Dans le domaine de l'éducation, il peut y avoir des choses dans le domaine des engrais. Il y a la transformation des matières premières. Donc il y a vraiment toute une foison. Je veux dire, ici, quand on vient dans un forum comme celui-là, il y a de l'espace, les gens qui vous envoient dans l'espace, il y a tout ce qui concerne l'agriculture, la santé, etc. On réduit très souvent la Russie à l'armement, alors qu'il y a... moi j'étais étonnée la première fois que je suis venue à Sochi, au premier sommet, de voir tout ce qu'il y avait comme domaine. Et ils ont des savoir-faire particuliers. L'énergie en Afrique, c'est un très très gros problème. On a des pays qui ont de l'uranium. Aujourd'hui, on exporte l'uranium, le yellow cake. Mais peut-être qu'on pourrait construire des centrales nucléaires et puis commencer à... Justement, il y a un Rosatom qui accompagne certains pays. Tout à fait, tout à fait. J'avais vu lors du premier sommet avec le Rwanda, il y a quelque chose qui était signé. Je crois qu'il y a l'Égypte. Il y a de plus en plus, oui. Voilà, de plus en plus de personnes. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut les pousser. On ne peut pas envisager une industrialisation sans énergie. On ne peut pas envisager une industrialisation sans moyens de transport, les chemins de fer, etc. Donc il y a plein de domaines où on peut négocier. Et l'Afrique est un pays en développement avec une croissance importante et qu'elle a besoin de ces outils-là justement pour pouvoir se développer. Absolument. Je veux dire, c'est un continent qui est plein de possibilités, mais tant que vous n'avez pas les infrastructures qu'il faut, l'énergie, les transports, et le know-how pour extraire et transformer sur place, vous restez putativement riche, mais dans les faits, vous n'avez rien. Donc, oui, certains de nos